Au cœur de la Grande Pyramide se trouve un granit taillé avec une telle perfection qu'une telle chose aurait été impossible il y a 4000 ans. La version officielle attribue sa taille à du cuivre mou et du sable humide. Or, le granit est l'une des pierres les plus dures de la planète, et les marques qu'il laisse ne correspondent pas aux outils censés les avoir réalisés. Je pense que nous sommes à nouveau face à une technologie perdue, et que c'est cette catastrophe survenue il y a 12 800 ans qui l'a effacée de la mémoire collective. Graham Hancock a suivi les traces de taille jusqu'à des carrières des tombes et des chambres scellées. Et qui que ce soit, ou quoi que ce soit qui ait laissé ces marques, il n'a rien laissé d'autre. Une pierre qui résiste. Le granit est l'une des pierres les plus dures de la planète. Sur l'échelle de dureté, il se situe entre 6 et 7, tandis que le diamant, le matériau naturel le plus dur, atteint 10. La règle est simple et immuable pour tailler un matériau. L'outil doit être plus dur que ce matériau. Un outil tendre ne peut pas tailler un matériau dur. Par conséquent, frotter une lame de cuivre tendre sur du granit dur revient à essayer de fendre une pierre avec une cuillère en bois. Vous userez votre cuillère jusqu'à la corde bien avant que la pierre ne se rende compte de votre passage. Alors comment une civilisation armée principalement d'outils en cuivre tendre a-t-elle réussi à tailler, creuser et polir comme un miroir des milliers de tonnes de la pierre la plus dure de la Terre et à atteindre un niveau de finition que nous peinons à égaler aujourd'hui avec toutes nos machines modernes? Voilà toute la question. Et la réponse officielle, telle qu'on la connaît dans les manuels, c'est fondre dès qu'on se met à l'épreuve. L'expérience qui a fait grincer des dents. Après des années d'interrogation des chercheurs, ont finalement décidé de tenter l'expérience. Ils ont pris des outils en cuivre et du sable et se sont lancés dans le forage de granit massif à la manière ancestrale, persuadés de prouver l'efficacité de la méthode théorique. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce fut un échec. Une expérience rigoureuse et bien documentée a permis de creuser environ 6 cm dans la pierre en 20 heures de travail acharné et continu avant que l'outil en cuivre ne disparaisse complètement. Un chercheur a décrit tout cet effort pénible d'un seul mot comique. Si l'on compare ce résultat à ce que ces mêmes outils étaient censés produire, on constate l'erreur flagrante des manuels scolaires. Des obélisques de plusieurs centaines de tonnes taillés dans des blocs de roche uniques, des boîtes polies à la perfection, 40 000 vases de pierre aux parois fines comme des coquilles d'œufs. La méthode qui permet à peine de creuser quelques centimètres dans le granit en une journée entière de labeur est précisément celle à laquelle nos manuels scolaires attribuent tous les mérites. Graham Hancock a examiné attentivement cet écart, ce gouffre entre le récit officiel et la réalité de la pierre, et il y a perçu quelque chose d'assez vaste pour y faire passer un monde perdu. L'homme au maître ruban. Pour comprendre ce que Hancock a vu, il faut remonter à un étrange Anglais arrivé en Égypte en 1883. Tandis que tous les autres s'affairaient à chercher de l'or, des bijoux et des momies royales, William Flinders Petrie est arrivé muni de maîtres rubans de pieds à coulisses et d'instruments de précision. Il se fichait complètement des trésors. Ce qui l'intéressait, c'était la précision des chiffres, la mesure exacte des choses. Et c'est précisément cette obsession qui lui a permis de remarquer ce que les autres avaient manqué. Les chiffres qu'il a notés n'ont cessé d'intriguer depuis. Parmi les fragments laissés par les anciens ouvriers, Petrie a découvert quelque chose que la plupart des gens auraient ignoré sans même y prêter attention, des carottes de forage. Ces résidus de pierre qui ressortent du centre d'un trou lorsqu'on fore dans la roche, les déchets, les rebuts, ceux que personne n'était censé conserver, ni même remarquer. Pour presque tout le monde, ce n'était que de simples gravats. Mais pour l'œil exercé de Petrie, c'était un message gravé dans la pierre. Car des rainures en spirale, nettes, régulières et continues, étaient gravées à leur surface, s'enroulant autour de la carotte comme le filetage d'une vis. En étudiant la profondeur et l'espacement de ces rainures, il a compris que la foreuse qui les avait créées avait creusé le granit massif à une vitesse stupéfiante, presque impossible. C'était le premier indice concret, et il pointait vers un endroit qui, en théorie, n'aurait pas dû se trouver. Un lieu qui a troublé tous ceux qui, honnêtement, l'ont contemplé depuis. Plus rapide qu'une perceuse moderne. Voici ce qui a glacé le sang de Petrie et qui continue de stupéfier les ingénieurs aujourd'hui. Lorsqu'il a mesuré la profondeur de pénétration de la perceuse dans la pierre à chaque tour,
Il a constaté une vitesse supérieure à celle de nos forêts modernes à pointe diamantée lorsqu'il taille le granit. Pour une telle précision, l'outil aurait nécessité une force colossale. Selon les propres estimations de Petry, plus de 2 tonnes de pression constante, exercées verticalement, se sont maintenues parfaitement à chaque tour, sans fissurer le granit ni endommager l'outil. Il ne comprenait pas comment des mains antiques avaient pu générer une telle force. La force exercée devait être constante, et les outils devaient rester intacts malgré la contrainte. Mais il y a un autre élément concernant ces rainures qui exclut d'emblée l'intervention humaine. Lorsqu'un être humain perce à la main, la pression n'est jamais uniforme. Les bras se fatiguent, la prise en main glisse légèrement et l'angle se décale. Les marques laissées sont donc irrégulières, plus profondes ici, plus superficielles là. Or, les rainures de Petry étaient identiques du haut jusqu'en bas. Même profondeur, même espacement et même spirale régulière tour après tour. Ce n'est pas la marque d'un bras humain fatigué, c'est la marque d'une machine fonctionnant à vitesse constante. Mais les carottes de forage n'étaient que le premier des secrets que recelaient ces pierres. 40 000 vases impossibles. Plus de 40 000 vases en pierre de l'Égypte antique sont disséminés dans les musées du monde entier. Nombre d'entre eux ont plus de 5 000 ans, façonnés avant les pyramides, avant les pharaons dans le passé lointain et obscur de cette civilisation, à une époque où l'on pensait que les outils étaient les plus rudimentaires. Et pourtant ces vases semblent impossibles. Ils sont taillés dans du granit, du quartz, de la diorite, certaines des pierres les plus dures au monde. Leurs parois, parfois de quelques millimètres seulement, sont si fines par endroits qu'elles laissent passer la lumière et pourtant parfaitement régulières sur tout le pourtour. L'intérieur est creusé par des ouvertures si étroites qu'aucun outil manuel ordinaire ne pourrait y pénétrer. Et les surfaces sont polies comme du verre, sans la moindre trace d'outil. Lorsque des machines modernes les ont scannés, les résultats ont été stupéfiants. Les 2 moitiés d'un même vase s'accordaient parfaitement, côte à côte, à l'épaisseur d'un cheveu près. Un scan détaillé a révélé que la forme générale s'écartait de moins de 15 microns. Autrement dit, c'est plus fin que la meilleure poterie produite aujourd'hui par nos usines malgré toutes nos machines. Une artisane talentueuse a passé 2 ans à tenter de recréer un seul de ces vases en utilisant uniquement les outils que les Égyptiens étaient censés avoir. Elle y a travaillé patiemment, dans les règles de l'art. Le résultat était grossier et asymétrique, loin de l'original. Finalement, elle a admis l'évidence. Reproduire ces vases à la main est pratiquement impossible. Si les outils les plus simples ne suffisent pas, alors quelqu'un ou quelque chose doté d'outils bien plus performants y est parvenu. Un homme, constructeur de machines de précision, a alors décidé de se rendre en Égypte pour découvrir qui, l'ingénieur qui savait mieux. Les archéologues étudient les ossements, les poteries et les écrits anciens. Ils excellent dans ce domaine, mais la plupart d'entre eux n'ont jamais rien construit. Ainsi, face à une surface parfaitement usinée, ils ne savent pas toujours ce qu'ils voient. Christopher Dunn a consacré plus de 50 ans de sa vie à la fabrication de pièces de précision pour moteurs à réaction. Un travail où la moindre erreur peut entraîner la défaillance de la pièce et des pertes humaines. Il a débuté comme jeune apprenti machiniste à Manchester, en Angleterre, et a gravi les échelons jusqu'à diriger la production d'outillage et le contrôle qualité de pièces destinées à des avions filants à des centaines de kilomètres par heure. Il a passé toute sa vie entouré de lasers de meuleuse et d'instruments de mesure. Il sait mieux que quiconque comment façonner un matériau dur pour obtenir une forme parfaitement exacte. Lors de ses voyages en Égypte, Dunn a découvert des choses que les archéologues avaient ignorées pendant un siècle. Il s'y est rendu à 9 reprises en 30 ans, et non en touriste. Il était muni d'instruments de mesure précis, de règles de précision et de l'œil exercé d'un homme qui avait consacré sa vie à évaluer des surfaces usinées. Il descendit à l'intérieur des gigantesques caissons de granit dans les tunnels obscurs sous Saqqara. Des caissons aussi lourds qu'une petite maison, et pressa ses outils contre les parois internes pour prendre des mesures précises. Ce qu'il découvrit était inconcevable pour le monde antique. Les surfaces intérieures étaient planes au millième de pouce près. Une telle planéité, même pour le granit, reste difficile à atteindre dans les ateliers modernes, malgré leurs outils modernes. Les angles étaient parfaitement droits. Les parois opposées étaient parfaitement parallèles,
Il ne s'agissait pas du travail minutieux et passionné d'un artisan armé d'un ciseau. Pour un homme comme Don, c'était manifestement l'œuvre de machines et d'ingénieurs. Il déclara plus tard que la précision du travail en Égypte dépassait nos exigences actuelles envers nos propres constructeurs, et il s'agissait d'une constatation, non d'un compliment. Don n'était pas le seul à avoir constaté ce que les ingénieurs avaient vu, et c'est ce qui rend son témoignage difficile à réfuter. Dès que d'autres ingénieurs et machinistes commencèrent à se rendre en Égypte, ils revinrent invariablement avec le même constat alarmant. Ils virent sur les blocs de granit des marques droites et régulières, comme une lame mécanique coupe le bois, et non comme un ciseau à main qui ébrèche et saute. Ils virent des trous de forage aux parois lisses et vitreuses, d'une largeur identique de haut en bas, cette régularité parfaite que seule une machine peut produire. Ils mesurèrent les statues géantes de Luxor et constatèrent que les côtés gauche et droit de leur visage étaient des images miroirs quasi parfaites, une symétrie presque impossible à atteindre à l'œil nu et à la main, mais facile à obtenir grâce à des mesures précises et des outils maîtrisés. Ce n'étaient ni des rêveurs, ni des mystiques, ni des chasseurs de trésors, ni des libraires. C'étaient des professionnels qui travaillaient le métal se tenant devant la pierre et reconnaissant avec un frisson les marques de leur métier gravées dans leur mémoire depuis 4000 ans. Il y a des années. Et ils sont tous arrivés à la même conclusion et aucun n'était satisfait. Les ciseaux en cuivre, les pidons en pierre, le sable humide, rien de tout cela n'était suffisant. La précision est trop grande, le travail est trop uniforme sur des milliers d'objets. L'échelle est tout simplement trop vaste. Quelque chose d'autre les a fabriqués. Un outil, une méthode, une technologie que nous avons soit complètement oubliée, soit dont nous ignorions l'existence. La question n'était plus de savoir si la version officielle comportait une faille. La question était de savoir jusqu'où allait cette faille et ce qui se cachait au fond. L'indice caché dans la chronologie. Voici le détail qui bouleverse tout le mystère. On nous apprend dès notre plus jeune âge que les compétences s'améliorent avec le temps. On commence maladroitement et on progresse lentement. Chaque génération apprend de la précédente et repousse les limites. Ainsi, les plus anciennes constructions en pierre égyptienne devraient être les plus grossières et les plus simples, et les plus récentes les plus fines et les plus raffinées. C'est ainsi que l'apprentissage est censé fonctionner. En Égypte, c'est tout le contraire. La grande pyramide de Gizeh est l'un des plus anciens monuments véritablement grandioses. C'est aussi, et de loin, la structure la plus précise, la plus massive et la mieux construite de toute l'Égypte. Rien de ce qui a suivi ne l'a jamais égalée. Les pyramides construites par les générations suivantes, celles qui auraient soi-disant hérité de siècles de pratique et de perfectionnement, sont sensiblement plus petites, plus grossières et bien plus susceptibles de s'effondrer. Certaines tiennent à peine debout aujourd'hui. Prenez un instant pour méditer sur ce que cela signifie. Si les Égyptiens avaient appris progressivement par eux-mêmes à maîtriser cette technologie, s'améliorant à chaque tentative, leur plus grande réussite aurait dû survenir vers la fin, couronnement de tout cet apprentissage. Or, leur plus grande réussite se situe au tout début. Et puis, siècle après siècle, la qualité s'est insidieusement dégradée. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'apprentissage. Les courbes d'apprentissage sont ascendantes, celle-ci est descendante, et il n'existe qu'un seul type d'histoire qui corresponde à une courbe partant du sommet et descendante, celle de l'héritage et non celle de l'invention. Alors d'où une civilisation hérite-t-elle une technologie parfaite, sinon d'elle-même? C'est la question à laquelle Graham Hancock s'est consacré pendant 30 ans à travers le monde. Et sa réponse est ce qui rend les universitaires traditionnels absolument furieux. La civilisation avant la civilisation. C'est là que Graham Hancock avance son affirmation la plus audacieuse. Et à son crédit, il est prudent dans sa formulation. Il ne prétend pas connaître la nature de cet outil. Il admet volontiers que les machines, si elles ont jamais existé, ont disparu depuis longtemps, et que les instructions, si elles ont été écrites, n'ont pas survécu aux millénaires qui les séparent. Son propos est plus précis et plus difficile à réfuter. Les marques dans la pierre sont réelles. Elles révèlent quelque chose que nous avons refusé d'examiner honnêtement, et leur lecture attentive remet en question la chronologie qui nous a été enseignée. Sa réponse est la suivante. Les Égyptiens n'ont pas inventé cette précision, ils l'ont héritée.
Hancock soutient que bien avant les pharaons, bien avant l'apparition de l'écriture, une civilisation avancée maîtrisait déjà le travail de la pierre de cette manière, et qu'il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, cette civilisation a été anéantie. Les roches portent des traces tangibles d'inondations colossales provoquées par la fonte des calottes glaciaires, la montée des eaux étant si rapide qu'elle a englouti des littoraux entiers et submergé toutes les constructions qui s'y trouvaient, précisément là où l'homme a tendance à bâtir. Les survivants, selon lui, se sont dispersés à travers le monde. Ils ont emporté des fragments de leur savoir ancestral vers des contrées comme l'Égypte, la Turquie et l'Amérique du Sud, les remettant aux populations locales. Ainsi, la précision du granit n'est peut-être pas l'œuvre des Égyptiens. Il pourrait s'agir d'un héritage, d'un don partiellement compris, transmis par une personne bien plus ancienne, dont le nom et l'histoire ont été complètement effacés. Et c'est pourquoi, selon Hancock, les œuvres les plus anciennes sont les plus abouties. Elles sont au plus près de la source. Les Égyptiens ne progressaient pas vers ce savoir-faire. Ils s'en éloignaient, copiant quelque chose qu'ils ne comprenaient plus pleinement, et leur travail se dégradait peu à peu à chaque siècle, à mesure que la mémoire s'estompait. Pour les archéologues traditionnels, cette idée frise la folie, et ils la rejettent catégoriquement. Mais Hancock insiste sur un fait incontestable. Le travail ne s'améliore pas avec le temps, il se détériore. Et aucun défenseur de la version officielle n'a jamais vraiment expliqué pourquoi. La preuve est dans la pierre. Alors après tout cela, quelle est cette preuve que Hancock met sans cesse en avant? Ce n'est pas une machine enfouie. Il ne s'agit pas d'un parchemin secret caché dans un coffre-fort. C'est quelque chose de plus simple et de bien plus difficile à contester. C'est la pierre elle-même, les carottes de forage avec leurs rainures en spirale impossible. Les 40 000 vases sont trop parfaits pour être copiés à la main. Même après 2 ans d'efforts pour orner la grande pyramide, qui représentait à l'origine le chef-d'œuvre de toute l'Égypte, alors que selon toutes les règles de l'apprentissage, elle aurait dû être la plus rudimentaire. Rien de tout cela n'est une théorie inventée de toutes pièces. Tout est physique, mesurable, et se trouve aujourd'hui même dans les musées, les tombeaux et les carrières, où quiconque le souhaite peut aller le vérifier à l'aide d'une règle. Et c'est le piège auquel la version officielle ne peut échapper. On peut débattre jour et nuit de qui a réalisé ces marques, comment et pourquoi. On ne peut nier l'existence de ces marques. Même les outils les plus simples ne peuvent les produire. N'importe qui peut le vérifier, et on l'a fait. Les outils ont échoué. L'explication officielle ne les rend pas pleinement compte. Et voici ce qui devrait tous nous inquiéter. Plus des ingénieurs qualifiés examinent cette pierre, moins la vieille explication rassurante tient la route. Peut-être les Égyptiens étaient-ils tout simplement bien plus avancés que nous ne l'avons jamais imaginé, avec des méthodes que nous avons complètement perdues. Ou peut-être Hancock a-t-il raison, et étaient-ils les héritiers d'un monde disparu, effacé de la surface de la Terre par l'eau et la glace, puis effacé de notre mémoire par le temps. Quoi qu'il en soit, une chose est désormais indéniable. La version qu'on nous a enseignée à l'école, cuivre, sable, patience, et rien d'autre ne résiste, tout simplement pas au contact de la pierre. Si les œuvres les plus anciennes sont les plus fines, et que les outils les plus simples ne peuvent les expliquer, alors qui a vraiment appris aux anciens Égyptiens à tailler le granit? Dites-nous honnêtement ce que vous pensez dans les commentaires, car quelle que soit la réponse, la preuve est gravée dans la pierre, et elle ne disparaîtra pas.